Salut à tous, bienvenue dans les aléas du direct, des aléas du direct spécial sport, mais pas que, comme le dit Pierre-Paul Castelli d'habitude. Sauf que là, aujourd'hui, Jean, ce sera que sport, parce que nous avons le plaisir de recevoir Laurent Nicolin, le président délégué du Montpellier Hérault Sport Club. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Comment allez-vous? Tu n'es pas malade? Non, ça va, impec. Il n'y a pas de match au week-end, donc tout va bien, il n'y a pas de stress. Donc. Justement, on est heureux de vous recevoir parce qu'on profite de cette trêve internationale pour un peu s'arrêter sur la situation du Montpellier Hérault. Comment vous vivez les choses depuis le début de la saison? Comment on vit les choses quand on gagne, quand on est allé premier, c'est plus facile, mais on va dire qu'on est sur la continuité de la fin de saison dernière, où les 3-4 derniers mois ont été assez catastrophiques. Et pour l'instant, on essaye de recréer une nouvelle dynamique, de repartir sur autre chose. Mais souvent, comme on dit, comme on finit la saison, on la redémarre. Donc, on est un peu dans le dur, mais je pense qu'il y a le match nul arraché à Valenciennes, même si c'est pas un exploit, mais à 10 contre 11, ça engage beaucoup d'envie et je pense que les joueurs sont concernés pour dès samedi gagner Guingamp pour sortir un peu la tête de l'eau. Bon, pour remettre les choses où elles en sont, en gros, depuis le début de la saison, on est à la 13e journée. Ça fait 2 victoires, une face à Sochaux, une face à Lyon, 3 défaites seulement, j'allais dire, et 8 matchs nuls, 16 buts marqués, 17 buts encaissés. Montpellier 16e avec 14 points et le PSG, pour donner en gros l'étiage du truc, c'est PSG premier avec 31 points, donc un peu plus du double de Montpellier. Pas se comparer ni se baser par rapport au PSG. Quoi. Ça vous énerve pas, 8 matchs nuls? Moi, je préfère faire 8 matchs nuls que 8 défaites. Hein. Je pense que si j'ai perdu 8 matchs, vous me direz, on est à 11 défaites, on serait un peu plus mal. Après, moi, tant qu'on prend des points qu'on avance, après avant de recevoir l'Olympique Lyonnais, on était sur X matchs nuls et la victoire contre Lyon nous a permis d'un coup de basculer dans les 10 premières places. Donc, moi, ce que je vois, c'est qu'on a perdu que 3 matchs depuis le début de saison. Et alors, qu'est-ce que ça serait si on en avait perdu 7 ou 8? Donc, il faut... Alors après, c'est la méthode Coué. Il faut prendre du positif là où on peut en trouver. Oui, j'aimerais gagner tous les matchs pour l'instant. On est sur 8 matchs nuls. Malgré tout, le contenu, que ce soit contre Lille, je pense que contre Lille, on ne mérite pas de perdre. Que ce soit contre Rennes, on mérite de gagner. Et contre Nantes, même l'entraîneur, au moins lui, il a reconnu que... Même Michel, qui est un ancien joueur de Montpellier, l'a reconnu. J'ai encore vu ce week-end où ils se sont fait boucher en seconde mi-temps et voilà, où ils ont accroché le match nul, ils étaient contents de prendre le match nul. Donc je pense qu'à un moment donné, on va arriver à enclencher... On va enclencher des victoires qui permettront d'être un peu plus tranquille dans les têtes et pour pouvoir mieux travailler et surtout avoir de la confiance. Il faut avoir la confiance. C'est quoi la dynamique? Alors, qu'est-ce qui ferait que... La dynamique, c'est simple, il faut gagner contre Guingamp. Et il faut enclencher une ou deux victoires consécutives qui permettront d'après d'avoir une autre dynamique. Après, je sais pas... C'est qui? C'est l'entraîneur qui doit un peu les booster plus? C'est le joueur qui doit... C'est les gens qui doivent nous soutenir, c'est les joueurs qui doivent bosser, c'est le staff technique qui doit bien bosser et les dirigeants qui doivent être derrière pour enclencher. Voilà, tout simplement. C'est une multitude de choses qui fait que quand tu reçois Lille, qui était à la 85e, tu as un péno et tu le loupes, je veux bien que ce soit la faute de l'entraîneur, mais c'est pas toujours sa faute à lui, quoi. On est un peu dans une situation, je ne veux pas faire de parallèle dangereux, mais un peu comme en équipe de France. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une bonne équipe à Montpellier, avec des joueurs de qualité. C'est pas les mêmes joueurs, c'est pas les mêmes salariales, mais c'est pas le même état d'esprit. Donc, vous gagnez pas. Ouais, mais au final, le final, c'est fermé. Le final, c'est pas maintenant. Là, à l'instant T, vous analysez des choses que vous avez que ça à foutre d'analyser. Après, le premier bilan, on le fera déjà le 21 décembre, après le match de Bastia. Après, à partir de là, on verra si on doit recruter en janvier ou pas recruter, si c'est un état alarmant ou pas alarmant. Moi, je suis pas quelqu'un... Alors, je sais qu'après, il faut alimenter les radios, les journaux, mais on analyse. On n'est pas dans l'entretien d'un buzz. Non, mais on discute. Non, mais c'est pas le buzz, on ne fait pas faire buzz sur Montpellier, c'est pas la question. Mais on est dans... Ouais, mais moi, je suis pas... Moi, je vois plus loin. Moi, je vois pas... J'analyse pas l'analyse, moi. Je laisse ça aux spécialistes, apparemment, ceux que beaucoup sont. Parce que c'est facile de critiquer et de juger. Après, il y a un club à gérer, il y a un club en reconstruction, il y a une équipe jeune. Voilà, après, on fait avec les moyens qu'on a. Et avec un recrutement, finalement, qui est plutôt sympa, parce que Sanson, par exemple, c'est plutôt satisfaisant, son intégration dans le groupe. C'est pas satisfaisant, je pense que c'est une belle perle trouvée. Une perle qu'on a prise. J'espère qu'il va continuer à progresser et pour aller beaucoup plus haut que le Montpellier dans les 2-3 ans qui viennent. Non, mais je pense qu'on a
on travaille, on bosse. Après, il manque pas grand-chose qui fait qu'il va nous permettre d'enclencher entre la 8e et la 12e place, qui est certainement notre place. Après, n'ayez pas d'illusion non plus aussi. Il faut arrêter de croire qu'on va jouer l'Europe, qu'on va faire la Ligue des Champions et que. Bon, voilà, qu'on tapera le PSG et Monaco en finale de la Ligue des Champions. On est d'accord là-dessus. Non, mais oui, mais après, voilà, tout est relatif. Après, c'est sûr qu'il faut. On est 16e, c'est pas une situation idyllique, mais comme j'ai dit, on a démarré la saison comme on l'a fini l'année dernière, où on a fait une fin de saison catastrophique la saison dernière. Donc on est sur. Il faut. Ça veut dire que le changement d'entraîneur, ça suffit pas à réenclencher la machine quand même. On va pas, je pense qu'il faudrait une émission de 5 heures pour analyser, vous expliquer comment fonctionne un groupe professionnel. C'est pas aussi simple que dire vous êtes dans la logique du samedi soir, il y a un match, 1 heure avant d'analyse et 1 heure après d'analyse, et après vous repartez et vous analysez autre chose. On est déjà passé au suivant, on est d'accord. Voilà, nous toute la semaine, on travaille. Moi, je vais pas vous dire s'il y a tel joueur, sa femme, elle est partie avec un type, si son fils il est malade, après même s'ils gagnent beaucoup d'argent, parce que j'entends qu'ils gagnent beaucoup d'argent, comme tout le monde, ils ont aussi des états d'âme, ils ont aussi, c'est en construction, il y a des gens qui s'entendent bien, les gens qui s'entendent moins bien. Donc à nous, après, comme on a fait il y a 2 ans où on était champion, parce qu'on était dans les mêmes conditions, mais avec tout marchait bien, tout allait bien, et il n'y a pas eu un petit boulon qui a fait tourner le truc. Voilà. Après, pourquoi, comment, je détiens pas la vérité, loin de là. On essaye de faire les choses du mieux possible, en essayant de. Moi, je suis le premier où on devrait gagner tous les matchs. Pour être clair, qu'est-ce qui vous satisfait aujourd'hui et qu'est-ce qui vous déplaît aujourd'hui? Mais je sais pas. De votre poste de président délégué du club, c'est vous qui dirigez. Il y a une analyse qui sera faite fin décembre, et à partir de là, il y aura eu 4-5 matchs de plus, et on verra où on en sera à ce point-là. À l'heure d'aujourd'hui, le côté positif, c'est qu'on n'a pas perdu beaucoup de matchs. Après, le côté négatif, c'est qu'on n'a pas gagné beaucoup non plus. Donc il faudrait enclencher au moment où. Alors moi, je vais explorer 2 pistes avec vous, Laurent, si vous êtes d'accord. Il y en a 2, mais qui sont comptables et qu'on constate dans les faits. C'est que sur les derniers matchs, visiblement un problème en début de rencontre, avec pas mal de buts pris dans le premier quart d'heure, on va dire. Mais ça ne veut pas dire que j'ai une réponse à ça. C'est un fait, voilà. Et beaucoup de cartons jaunes, parce qu'on est quand même à plus de 2 cartons jaunes par match. Voire des rouges. On peut parler des rouges aussi, pardon, mes feuilles s'envolent. Il a parlé des jaunes, on parle des rouges, oui. On est à 7. 7 jaunes, 30 rouges. 30 jaunes, 7 rouges. Heureusement que c'est pas l'inverse. Mais voilà, ces 2 éléments-là, vous, en tant que président, vous avez une analyse dessus, pas d'analyse. C'est des éléments comme ça c'est un fait de jeu, c'est un fait de match. Oui, j'aimerais finir mes matchs à 11 et j'aimerais pas prendre de but dans le premier quart d'heure. Bon, c'est pas moi qui joue et c'est pas moi. Moi, peut-être si je jouais, je serais expulsé au bout de 2 minutes. Donc ça serait pas non plus la finalité que je joue. Donc puis ça serait peut-être pas beau à voir, quoi. Donc voilà, mais ça c'est que des analyses. Qu'est-ce que je vous répondre? Laurent est positif. Mais il faut être positif. Non, je dirais, tu es là sur mais si t'es pas positif et que t'es président de club de foot, tu deviens dingue. On va pas le titiller. Mais vous pouvez sur le banc, tu es assis là sur le banc, tu t'embêtes pas des fois de voir cette équipe, tu t'ennuies jamais. Je m'embête pas plus maintenant qu'au mois de février ou mars l'année dernière. C'est bon. Je vais bien le répéter chaque fois, mais bon, puisque vous voulez comparer les joueurs, mais l'année dernière, je me suis fait chier les 3 derniers mois. J'ai même piqué une crise après le match de Bastia où j'aurais dit qu'il y en avait marre d'avoir un tel comportement et une telle attitude. Donc voilà, après moi, comme je dis, malgré tout, même si on critique, il y a du jeu. Et ça prouve qu'à un moment, on ne va pas tomber toujours sur les gardiens qui sont en état de grâce. C'est bien le principe de ce que je vous disais, c'est-à-dire que d'un côté, on a une équipe, on sent bien qu'il y a ce qu'il faut, ça va arriver. Mais à côté, tu prends beaucoup de cartons. Il n'y a pas ce qu'il faut, puisque tu ne gagnes pas les matchs. Mais il ne manque pas grand-chose pour que ça arrive à quelque chose. Après, comme je dis, finissons déjà les matchs à 11, ça sera déjà... On aura déjà plus d'armes pour pouvoir rivaliser autrement, quoi. Alors, il y a un truc qui nous inquiète aussi, c'est de finir la saison 2013 à 11 avec Cabella. Parce que là maintenant, ça commence à se dire beaucoup que Manchester. La saison ou l'année? Parce que l'année. J'ai parlé de l'année. L'année, tu le finiras en 2013, quoi qu'il arrive, tu finiras avec Cabella. Ouais, alors ce qu'on aimerait, c'est repartir avec Cabella en 2014. Tu m'as pas posé la question, tournons-la autrement ta question, mais 2013, vous avez une perle. Jusqu'en 2013. Vous avez une perle. Je sais pas si j'ai une perle. C'est un joueur qui est agréable, c'est un joueur qui est sympathique et c'est un joueur qui a des qualités, d'énormes qualités. Bien sûr. Après, il a, entre guillemets, une bonne sortie avec lui, mais pour le mois de juin, pas pour janvier, voilà, tout simplement. Après, j'entends des Manchester, j'entends que Manchester. Mais c'est pas triste de perdre les perles?
Ben moi, on ne peut pas faire autrement quand on a, si une gestion. Une gestion. Il n'y a pas de souci. Si vous avez 8 ou 10 millions d'euros à me prêter maintenant pour faire les fins de saison, moi je garde mes joueurs. Mais maintenant, je suis avec plaisir que je vous accueille pour me donner un peu d'argent. Laurent est quand même habitué parce que la vocation du Montpellier Hérault, tu m'arrêteras si je me trompe, c'est quand même c'est de former sa façon pour que les joueurs d'être, partent. Oui. de vivre, c'est de former des joueurs pour qu'ils s'en aillent. Donc fatalement, Cabella partira. Ce qu'il faut, c'est qu'il parte dans les meilleures conditions possibles, et pour lui, et pour le club. Que l'investissement de formation soit rentabilisé. Tout à fait, mais à l'heure d'aujourd'hui, n'ayant pas de proposition concrète de qui que ce soit, je ne peux pas... Donc tout ce qu'on a lu sur les ambitions mancuniennes, pour l'instant, ils ne vous ont pas appelé? Ben, ouais, ils peuvent m'appeler. Il faudra qu'ils parlent en français parce que j'aurai un peu de mal à parler avec un anglais, mais je ferai les efforts quand même. Mais, non, mais après je veux dire plus le désir peut-être de Rémi d'un jour d'aller dans un club de plus haut niveau. Ça, ce qui est certain. Mais bon, pour l'instant, Rémi est resté chez nous. Il y avait l'Olympique de Marseille qui a fait une approche indirecte au mois de mai-juin. On a discuté avec Rémi, j'ai discuté avec son père, on a fait des réunions. Tout va bien, tout est beau, il est bien ici. Et même lui se sentait pas encore l'étoffe pour partir. Avant, je pense qu'il y a des périodes où tu peux partir. Younes l'a fait l'année dernière, Mapou l'a fait l'année dernière. Tu as des périodes où tu peux te sentir de partir ou pas partir. Pour l'instant, Rémi est chez nous et je pense qu'il est bien. Et on voit d'ailleurs en plus que les départs et de Mapou Yangembiwa et de Younes Belanda, ça se gère aussi un départ, parce qu'on voit bien qu'il y en a un qui est parti dans des conditions peut-être sympathiques au niveau financier, mais pas si sympathiques sportivement. Quant à Younes Belanda, c'est un peu tôt peut-être pour tirer une vraie conclusion de son départ. Ouais, mais là c'est pareil. Je pense qu'il faut se rappeler qu'on a été champion de France. Et à part Olivier Giroud qui est parti parce qu'il y avait une clause qui c'était comme ça, tous les autres voulaient vivre l'aventure et poursuivre à Montpellier, bien sûr. Montpellier. Donc c'était inespéré de pouvoir garder Mapou, c'était inespéré de pouvoir garder Younes, c'était inespéré de pouvoir garder Bedimo, c'était inespéré de pouvoir garder Outaka. On a fait ce qu'on pouvait à un moment, parce qu'on avait la saison dernière, avec la Ligue des Champions, des moyens financiers qui nous permettaient de pouvoir conserver ces joueurs. Après, il faut un moment que ces joueurs partent ailleurs. Voilà. Parce que financièrement, on n'a pas du tout, là, par rapport à la Ligue des Champions, nous a rapporté entre 25 et 30 millions d'euros. Cette année, on les a pas. Donc, faut faire 100. Il faut faire 100, ouais. Pour faire 100, il faut un 100. Mais on avait donné l'outil la saison dernière pour refaire la même saison. Et il n'y a pas eu les mêmes résultats. Pour justement pouvoir rebondir financièrement quand on est le Montpellier Hérault, il faut avoir un centre de formation performant. On a entendu beaucoup votre père s'énerver contre les résultats. Récemment, il a annoncé le départ éventuel de Jean-François Domergue aux côtés de Michel Platini à l'UEFA. Où est-ce qu'on en est de ce côté-là? Est-ce qu'on en est Jusqu'à preuve du contraire, il est toujours à Montpellier, on est d'accord. Non, mais c'est pas là, c'est que mais bon. La semaine dernière, pour cette année, on a été élu 3e meilleur centre de formation de France. Donc c'est que quelque part, il doit y avoir certainement quelques qualités. Alors après, quand on vise la première place, c'est sûr qu'il faut fixer l'excellence, mais sur 44 clubs professionnels, on est le 3e club français, donc je pense que c'est pas négligeable. Ça reste une marque de fabrique. Après, oui, effectivement, Jean-François doit partir à l'UEFA au mois de janvier. Oui. Et vous savez déjà comment se restructurera le pôle de formation? On essaie quand même de réfléchir et construire. On roulait déjà, donc j'attends. C'est trop tôt, vous pouvez pas. Non, c'est pas que c'est trop tôt, mais moi, on a déjà choisi son successeur qu'on a rencontré samedi matin. Après, on doit le rencontrer demain après-midi pour finaliser son contrat. Donc, même s'il y a un accord de principe, je ne vais pas dire de non parce que moi, j'aime bien. C'est peut-être mon seul défaut, c'est que moi, je ne communique, et vous me le reprochez assez souvent, c'est que quand c'est signé. Donc, des fois, il y a des fuites avant. Donc, on s'en reparle quand c'est signé. Mais le successeur de Jean-François a été choisi samedi matin. Ouais. D'accord. Il vous reste, pour le mois de novembre, il reste 2 matchs. Il y en a un, c'est sûr, vous allez le jouer, c'est MHSC Guingamp, c'est samedi à 20h au stade de la Mosson. Et puis il y en a un, vous avez failli pas le jouer. C'est aller à l'OM au stade Vélodrome vendredi 29 à 20h30 pour un match qu'on aime beaucoup parce que voilà, c'est le match des Méditerranéens. Il a failli pas avoir lieu parce qu'il devait y avoir grève. Il aurait eu lieu peut-être plus tard, mais il aurait eu lieu mais pas à cette date-là. Parce qu'il devait y avoir grève pour la taxe à 75%. Journée blanche. Il devait y avoir journée blanche. Finalement, elle a été reportée. Où est-ce qu'on en est de ce dossier-là qui, visiblement, perturbe beaucoup le monde du football français, notamment par rapport à la rétroactivité de la taxe? J'ai mal à le dire, la rétroactivité. Non, après, on estime, nous, présidents de club, que s'il y a une aide à faire et soutenir l'économie française, c'est tout à fait logique. Même si ça fait une taxe supplémentaire, c'est tout à fait logique
qu'on paye. On n'est pas des nantis, on ne dit pas qu'on ne veut pas payer. Et à partir du moment où il y a X millions d'euros que gagnent certains joueurs, c'est logique de payer. Après, il y a deux logiques pour moi. C'est que le joueur, lui va prendre les sous, il va les garder pour lui. Donc lui ne payera pas d'impôts supplémentaires, ce qui n'est pas très très logique. Il le sentira quasiment carrément pas. Il ne se rendra même pas compte que son salaire génère une taxe. Voilà, il a son salaire, il payera son même taux d'impôt qu'il doit y avoir. Et c'est les clubs qui doivent se dédouaner, qui doivent payer cette taxe-là. Et après, la seconde logique, c'est la rétroactivité, qui pour moi n'est pas logique, parce qu'on va payer un impôt sur la saison 2012-2013, alors que nous, elle est clôturée, elle est finie, et je vais payer une taxe sur des joueurs qui sont plus chez moi, comme Mapou, comme Belanda, comme... Pour en avoir parlé avec vous avant l'émission, et en plus, sur des comptes qui sont déjà validés par la commission de contrôle et de gestion. Donc finalement, si elle revenait à maintenant, peut-être qu'il y a des clubs qui ne seraient pas en situation de passer devant la DNCG. Je pense qu'il y a des clubs qui seraient en grande difficulté. Nous, on serait peut-être bloqués dans le recrutement, on ne pourrait peut-être pas faire certaines choses. Donc voilà, après, nous, bien sûr, on ne va pas payer les sommes que va payer l'Olympique Lyonnais ou Lille, mais c'est vrai que de revenir sur une antériorité, c'est pas très logique. C'est comme si vous, demain matin, on vous dit on va vous prendre des impôts, vous avez payé vos impôts 2012, on va vous rajouter 20%, puis vous allez payer 20% d'impôts en plus, quoi. Sur le principe, c'est pas très logique. Après que sur le long terme, on nous dise... Je vais même plus loin. On nous dit 2013-2014. Moi, s'il faut payer 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 pour aider, c'est pas un souci. Le tout, c'est d'avoir les cartes en main, de le savoir à l'avance, et en fonction, c'est de se séparer des joueurs susceptibles de rentrer dans cette case-là, voilà, tout simplement, et de ne pas recruter des joueurs qui seront dans cette case-là. Donc, à partir de janvier, s'il doit y avoir un recrutement, il n'y aura pas de joueurs recrutés au Montpellier à l'heure qu'on parle. Pour finir sur la taxe à 75%, Montpellier est concerné pour combien de joueurs ? Après, c'est pas question de joueurs, parce que, comme je vous dis, c'est toute l'année 2013, donc c'est un mélange de cette année, c'est un mélange de la saison dernière. Donc après, il n'y a pas de nombre. Après, on est à environ dans les millions d'euros, quoi. 1 million d'euros. Dernière chose, parce que malheureusement le temps passe vite et que vous allez bientôt nous quitter, Laurent. Quelle tristesse. Il y avait ce week-end un très bel événement à l'Arena. C'était les 60 ans on va dire, des internationaux français, emmenés par Henri-Émile entre autres. Il y avait Zinedine Zidane, il y avait plein d'anciens joueurs de l'équipe de France, Robin Huck qui participe à Payet Hebdo régulièrement, Fabien Barthez. Bref, tous ces joueurs-là se sont retrouvés à Montpellier, juste après, quand même, une sacrée désillusion de l'équipe de France face à l'Ukraine, une défaite 2-0. Il y avait Zinedine Zidane et on lui a demandé son avis sur l'équipe de France et ses chances de se qualifier. Je vous propose qu'on l'écoute puis on en reparle avant de se quitter. Zizou est venu pour participer à un tournoi, les 60 ans du CIF. Non, il vous répond par rapport à ça, il ne veut pas parler d'autre chose. On parle de rien d'autre. Moi, c'est 98. Sinon, je repars. À votre disposition pendant tout le tournoi. Bon, je vois que vous êtes venu pour me poser des questions sur le reste. Donc, ce que je vais faire, mais je suis désolé, je vais me lever, je vais repartir parce que ça ne vous intéresse pas sur ce qu'on a fait là. Moi, je ne suis pas venu pour parler de l'actualité parce qu'il y a un match qui sera mardi. On espère tous qu'ils vont se qualifier. Moi, c'est tout ce que j'ai envie de dire sur ça. Je ne vais pas parler sur le reste parce qu'il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Tout ce que j'espère, c'est qu'ils vont se qualifier. Laurent, est-ce que finalement, il n'y a que ça à dire ? On espère qu'ils vont se qualifier. Je peux répondre à ces questions. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué quand on s'appelle Zidane. Mais c'est compliqué pour tout le monde. Comment on fait pareil, avant de tomber à bras dessus le corps sur l'équipe de France, sur les joueurs, sur le sélectionneur, sur le président, sur les présidents des clubs français, s'il faut, laissons demain soir. Laissons passer le match de demain soir. Après, alors c'est vrai que c'est pas un miracle parce que le mot est pas là, mais il faut un énorme exploit de renverser la tendance et ils arrivent au moins à marquer 2 buts sans en prendre pour arriver à des prolongations et pourquoi pas des pénaltys. Moi, je crois à cette équipe. Après, c'est vrai que vendredi, elle a été décevante dans, on va dire, dans l'envie et dans l'impact physique, quoi. Après, je pense qu'en France, il y a 55 ou 60 millions d'euros de sélectionneurs et on critique toujours le football, mais c'est toujours le nous, tous les mardis, on refait le match du Montpellier et tous, on trouve des solutions. Moi, le pronostic, je suis pas bon pour le pronostic, j'en fais pas, parce que j'ai pas le droit, mais moi, je pense qu'on va gagner au penalty. Penalty. Donc ça veut dire 2-0 à l'issue du temps réglementaire, les pénaltys et on se qualifie. Moi, c'est un scénario, ça me plaît bien. De toute façon, 2-0 et les pénaux, franchement, ce serait royal parce qu'en plus, on vivrait vraiment un moment exceptionnel. Jean, on n'a plus le temps. Je suis désolé, vous avez droit à une question.
Si, c'est la question sucre d'orge. Bah oui. Est-ce que vous préférez, mon cher Laurent, une coupe avec une superbe équipe de Montpellier, une coupe avec une superbe crête sur la tête, ou une coupe avec une superbe blonde platinée pour platiner? Mais je veux dire, si on a une coupe avec une crête, c'est qu'on aura regagné un titre ou on aura été champion. Donc on va prendre la coupe et la crête. Pas de blonde platinée alors. Ah, quoique. Ça peut agrémenter la soirée avec la coupe. On peut avoir les deux. On peut avoir les deux coupes. Hein? Ok, voilà, c'est bon, c'est tout. C'était pour voir s'il était en bonne santé. Il est en bonne santé. Mille merci parce que je sais que vous avez bousculé votre emploi du temps pour venir. C'est vraiment sympa d'être venu et d'avoir discuté avec nous du Montpellier Hérault. J'espère que vous reviendrez à l'issue du terme que vous m'avez indiqué, c'est-à-dire fin décembre ou début janvier, pour faire le point sur le Montpellier Hérault. En attendant, je vous propose de retrouver le Café des Sports avec Jean-Bernard Stern, qui revient justement sur l'épisode de l'équipe de France. Nous, on se retrouve lundi prochain pour de nouvelles aventures. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver au Café des Sports sur midilibre.fr et sur TV Sud, c'est tous les lundis à partir de 20h47, vous le savez maintenant. Alors, Richard, Fred, on va faire une spéciale bleue, c'est la raison pour laquelle j'ai revêtu ce maillot de l'équipe de France. Alors, c'est pas l'officiel, hein, ça date d'un championnat d'Europe dans les années 2000, bref, c'est presque de la préhistoire. Mais je me souviens que moi, après cet incident à Naïsna, j'avais poussé la chansonnette « Ne m'appelez plus jamais France, la France, elle m'a laissé tomber ». Alors oui, la France nous a laissé tomber. En tous les cas, cette équipe de France et ces bleus-là. Alors j'ai sorti le carton jaune. Est-ce qu'on peut leur accorder le bénéfice du doute, Richard? Oui ou non? Bah oui, forcément, on est obligé d'y croire jusqu'au bout. Un match de foot, tout est possible. Imagine, Giroud marque de la tête sur corner à la 5e minute. Il s'embrasse avec Benzema. Voilà, hein, avec Benzema. Ils en enquillent un deuxième à la 20e minute. Magnifique. Soyons fous, mais il a lieu où, le match à Lourdes ou quoi, non? Ah oui, très bien. Oui, très... Alors Fred, je sens que toi, t'es plutôt rouge. T'es comme moi, toi. Je suis rouge, mais effectivement, moi je rejoins un petit peu Richard dans le sens où effectivement ils sont pas encore éliminés parce que j'ai entendu des choses, j'ai lu des choses sur les réseaux sociaux. Ah. Ils sont déjà enterrés. Je pense que si toutefois par miracle ils passent, moi, j'en connais quand même quelques-uns qui auront l'air sacrément malins d'avoir tiré à boulet rouge sur cette équipe de France. Alors on va peut-être attendre. Les a priori sont absolument pas favorables. Et je me demande si jusqu'à quel point ce serait peut-être pas justement un mal pour un bien, parce qu'on n'arrête pas de se dire. Alors, en fait, on a cette équipe de France. Il y a eu une crise depuis la Coupe du Monde, et on a toujours retardé un petit peu l'échéance, et puis on a toujours essayé d'oublier certaines choses. Ouais. On a oublié la grève, on a oublié on oublie complètement Evra. T'as raison, on est complètement. On oublie plein de choses. Sauf qu'à un moment, il va peut-être falloir quand même qu'il y ait un gros cataclysme. Oui. Pour repartir vraiment sur des bases un petit peu plus saines. On est amnésique et on est surtout très versatile en France. Au tirage au sort, quand on a su que c'était l'Ukraine, on a dit ça y est, c'est facile, ils ont eu le meilleur tirage. Le match était joué. On va passer tranquille. Là, ils prennent une claque 2-0. Qui est un score lourd, mais qui est pas non plus insurmontable. Ça y est, ils sont enterrés, ils vont plus se qualifier. Donc, oui, mais en fait, le désamour est tel, Richard et Fred. Tu as raison dans ce que tu dis. Elle ne transmet plus cette équipe de France. Non, mais voilà, elle ne transmet plus. Alors bon, on va pas parler de certaines valeurs et tout ça, mais c'est vrai que. Mais si, il faut en parler. On est obligé d'en parler. C'est justement à cause de ces valeurs qu'elle transmet plus. On les entend. Ils ont déjà quand ils savent parler. C'est d'une pauvreté. C'est d'une banalité. Puis quand on entend Benzema qui dit on a plus de talent qu'eux, mais il a rien compris. Le fond du problème, ça suffit pas le talent. C'est le désamour, le fond du problème. Et je pense qu'une équipe de France, il y a encore 4 ans ou 8 ans, une équipe de France qui se qualifiait pas pour le mondial, on était triste, on était catastrophé, on se disait là on en arrive presque à se dire, c'est bien fait pour eux, ils auront ce qu'ils méritent, et c'est ça qui est pas normal. Alors Richard, évidemment, il y a un match à jouer. Je vous signale que mercredi matin il y aura un Café des Sports spécial bleu, bien sûr, en fonction de la qualification que l'on espère, mais également peut-être malheureusement de l'élimination carrément de l'équipe de France. Mais c'est vrai que je me demande si cette équipe de France mérite d'aller au Brésil et s'il ne faudrait pas mettre un grand coup de balai dans cette équipe, et même au niveau des instances dirigeantes, parce que la remise en cause, elle est là aussi. Est-ce que tu ne penses pas que ça serait cette élimination, on serait pas content, ça nous emmerderait économiquement pour les journaux que nous sommes. Ça serait peut-être une bonne chose à 2 ans et demi de l'Euro, parce que l'Euro, on va être qualifié directement. Il faut quand même réaliser que s'ils sont éliminés, on va se manger 3 ans de matchs amicaux
sans enjeu. Il y a ça aussi. Hein. Sans enjeu. Les Français ne vont pas faire les qualifications. Je pense que ça serait l'occasion vraiment. Justement. Ça serait vraiment l'occasion de donner un grand coup de balai dans cette équipe. De donner de la place aux jeunes. Et puis de repartir sur un projet neuf, en fait. Tout à fait. Alors est-ce qu'on peut dire pour ce match retour, ce qu'a dit Fred, c'est de lui, que Ukraine dégain, quoi, comme diraient les Marseillais. Non, au Stade de France. Non, mais il faut se souvenir d'une chose en revanche. Il faut se souvenir il y a déjà une équipe qui a remonté 2 buts à une équipe ukrainienne. Alors qui? Voilà, je le dis comme ça en passant, Saint-Etienne en 1967. Ah, ça m'étonne. Ça y est, la marée verte qui ressort. Ils avaient pas 2-0 match aller à Saint-Héropole, pas à Kiev. Ils avaient gagné 3-0 au retour. Et tu veux pas faire un coup de cœur à Saint-Etienne, non? Mais bon, Dominique Rocheteau joue pas. Ah oui, c'est ça qui est emmerdant. Par contre, moi je dis qu'il faut y croire, mais là où je suis au fond de moi-même assez pessimiste, c'est que si on regarde l'histoire de l'équipe de France depuis la finale de la Coupe du Monde 2006, Euro 2008, premier tour catastrophique, il faut battre l'Italie d'au moins 2 buts au dernier match. Résultat, on perd. Mondial 2010, même situation. On doit battre l'Afrique du Sud, organisateur, souvenez-vous, avec au moins 2 buts d'écart au dernier match. On se dit oui, c'est possible, c'est pas une grosse équipe d'Afrique du Sud. Résultat, on perd le dernier match. D'accord. Okay. Donc, si on regarde historiquement ce qu'a fait cette équipe quand elle était dos au mur... Est-ce qu'elle est capable de sublimer cette équipe de France? Je ne sais pas si elle est capable de sublimer. Est-ce qu'elle est capable de mettre le feu toute la question est là. Toute la question est là. Alors bon, on écoute lors des conférences de presse, de toute façon, rien ne se dit. Alors ils ont la rage, on va mourir pour obtenir notre qualification. Ce ne sont que des mots. C'est sur le terrain qu'il faut que les Français prouvent qu'ils sont capables d'aller au Brésil. Et jusqu'à maintenant, eh bien, ils nous ont prouvé le contraire. Voilà. Alors, un petit coup de cœur quand même. On va plus parler de l'équipe de France. On descend de niveau. C'est l'équipe d'AS, équipe de CFA2. C'est du entraîné football. par Jean-Marie Pasqualetti. Jean-Marie Pasqualetti, effectivement, qui a éliminé Arles-Avignon, équipe de Ligue 2, 3-0. Alors là, donc, c'est pas un petit score. 3-0, c'est le score qu'il faut demain. Voilà. Donc, Alès devrait jouer peut-être à la place de l'équipe de France au Stade de France. On va savoir. Il n'y a plus de Nîmes Olympique parce que battu 1-0. Ouais, et il n'y a plus de demande non plus. Ouais, alors Nîmes Olympique quand même qui s'est fait éliminer au 7e tour, là ça fait mauvais effet. Et Svenka, c'est un petit peu la situation de Deschamps, il commence à avoir un petit peu le feu. La situation est un peu compliquée. Et puis c'est fini aussi pour Mende qui avait fait le super parcours qu'on sait. Oui, exactement. Qui a été éliminé par un club de CFA. Bon, et ben voilà. Et ben on espère que ce soit pas fini pour l'équipe de France, mais enfin moi j'y crois pas beaucoup. Allez, on se donne rendez-vous, on verra ça. Allez, un score. Ah oui, et je vous conseille de lire demain matin à Midi Libre, il y a un sondage donc qui va paraître sur est-ce que effectivement les Français, le public français croit aux chances de l'équipe de France. Un sondage intéressant et vous allez voir le pourcentage, c'est assez édifiant. Un score, allez, la très grosse cote, 4-1 pour la France après prolongation. Voilà, toi, Fred? Moi je dis 1-0 pour la France. Voilà, et bien moi je dis 3-1 pour l'équipe de France. On verra ça mercredi prochain. N'oubliez pas ce rendez-vous spécial donc équipe de France au Café des Sports mercredi sur midilibre.fr. Merci et on se retrouve mercredi. Oui, et d'ici là, il n'y a pas longtemps à attendre. Sportez-vous bien. Bye bye.